Changement de décor pour cette émission Dimanche en politique spéciale Grande Région. Nous sommes, vous le voyez, au lycée agricole des Vazés près de Limoges. C'est ici même qu'Emmanuel Macron a lancé les États généraux de l'alimentation. C'était en juin dernier. À un mois du Salon de l'agriculture, nous allons demander comment évoluent les pratiques de nos paysans sur nos territoires. On en parle tout de suite dans Dimanche en politique. L'élevage bovin, donc, comme vous le voyez autour de moi, mais aussi la viticulture, les céréales, les fruits et légumes, la pêche. La Nouvelle-Aquitaine est tout simplement la première région agricole de France. L'agriculture, on le sait, est un secteur en difficulté, mais il est aussi en pleine transformation avec de nouvelles pratiques qui font leur chemin dans les exploitations. C'est le thème de cette émission. Comment produire de la viande alors que sa consommation baisse? Par quels canaux vend-on ces produits face à une grande distribution omnipotente? Quelles alternatives trouver aux pesticides? Nous allons tenter de répondre à ces questions ce matin avec nos invités ici au lycée des Vazés près de Limoges. Dominique Marion, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur en Charente-Maritime, vous élevez notamment des moutons, des poulets, vous faites du maraîchage et vous présidez la Fédération d'agriculture bio de Nouvelle-Aquitaine. Jean-François Gazard-Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur, vous, en Dordogne, vous produisez notamment des céréales, des noix, vous êtes membre de la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et du syndicat majoritaire FDSEA. Merci à tous les deux d'être venus jusqu'à nous et je me tourne maintenant vers ceux qui sont en quelque sorte nos hôtes aujourd'hui. Chloé Guillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante en deuxième année de BTS de production animale ici au lycée des Vazés et juste à côté de vous, votre proviseur adjoint Franck Buffel. Merci beaucoup d'être avec nous et merci de nous accueillir sur cette nouvelle stabulation avec grand plaisir. Qui est toute neuve. Alors Chloé Guillon, vous représentez l'avenir sur ce plateau. Vos camarades qui nous font le plaisir d'être avec nous sur ce plateau aussi le représentent. Quand on parle d'agriculture aujourd'hui, on parle beaucoup de crise, on parle de difficultés. Finalement, qu'est-ce qui vous fait rêver, vous, dans ce métier et pourquoi vous avez choisi cette formation ? Alors, j'ai choisi cette formation parce que j'ai un peu baigné dans le monde agricole depuis toute petite. Mes parents sont agriculteurs et j'ai toujours été attirée par les animaux et c'est pour ça que j'ai choisi de venir faire un BTS production animale pour vraiment avoir les éléments techniques pour élever. Vos parents, ils sont où et ils produisent quel type d'animaux? Alors, ils ont une exploitation dans les Deux-Sèvres et ils ont un élevage caprin et bovin allaitant. Ça veut dire que vous, à un moment, vous pensez à leur succéder ou pas? Pas dans l'immédiat et c'est pas forcément dans mes projets. Après, il faut voir si ça change au cours du temps. Pourquoi? Parce que c'est difficile justement ce métier, parce que c'est contraignant? C'est contraignant, c'est sûr, mais après on fait un peu ce métier par passion. Et après, moi, je n'ai pas forcément l'envie pour l'instant et je veux découvrir autre chose avant de m'installer. Mais peut-être plus tard donc. Franck Buffel, les effectifs du lycée agricole des Vazés, ils se portent bien? Oui, ils se portent bien et de mieux en mieux, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, dans notre établissement d'enseignement, de la 3e à la licence pro, on flirte avec les 1000 apprenants de la formation initiale continue et apprentissage. Et à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut que se satisfaire que des jeunes viennent chez nous, mais pas que pour enseigner les filières agricoles. On a aussi du bac S chez nous. On a aussi des filières services à la personne, de l'aménagement paysager, une formation continue et apprentissage. Et on se doit de leur montrer un petit peu toutes les facettes du monde de l'agriculture et du paysage. Alors, je le disais tout à l'heure, Emmanuel Macron est venu ici le 9 juin dernier. Vous vous en souvenez, ça a été une sacrée opération. Nous étions présents également avec France 3 Limousin. Chloé, vous l'avez rencontré ou pas, Emmanuel Macron? Non, moi j'étais en stage. Vous étiez en stage. Comment ça s'est passé, cette visite, Franck Buffel? Très bien, pour nous et surtout pour les apprenants. Je pense qu'au-delà du président de la République, on a pu pendant 3 heures lui montrer un petit peu ce que c'était l'enseignement agricole dans son ensemble et pas que au niveau du territoire du Limousin. On lui a montré que on produisait de la richesse, on enseignait aussi des choses très importantes pour nos élèves et dans nos différentes filières. Faute, c'est qu'il est resté quand même 3 heures ici sur notre établissement pour découvrir en priorité tous nos apprenants qui sont repartis tous avec un selfie avec. Alors on voit des images de ces vœux aux agriculteurs, c'était il y a quelques jours en Auvergne. Je le disais, les États généraux de l'alimentation, c'est la question cruciale du prix payé aux producteurs, notamment par la grande distribution. Lors de ces vœux, Emmanuel Macron a dit que la charte n'était pas respectée, que le bilan était très négatif. C'est ce qu'a déclaré la présidente de la FNSEA. Jean-François Gazard-Morel, comment vous les voyez, vous, ces États généraux de l'alimentation? Il y a encore énormément de travail, énormément de pression à mettre sur la grande distribution? Ça c'est évident, parce que c'est peut-être un des moyens où on peut débattre justement vers le grand public, les consommateurs. C'est l'occasion justement de rééquilibrer certainement les choses, parce qu'on voit bien comment ça se passe. Les marges, elles sont surtout faites par les transformateurs et les distributeurs,
Et la variable d'ajustement, c'est le producteur, chaque fois. Alors justement, il y a un spécialiste de l'agroalimentaire qui dit faire signer une charte d'engagement à des gens qui sont en position de force, ça ne sert à rien. Est-ce que vous partagez ce constat, même s'il est un peu pessimiste? Ah, mais enfin, moi, je suis pessimiste aussi, parce que je pense que les agriculteurs, les producteurs en règle générale, c'est pas eux qui vont pouvoir déterminer, même si c'est une volonté de déterminer un prix. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien comment ça se passe, et puis on est dans une agriculture qui est mondialisée. De toute façon, les produits peuvent venir d'ailleurs, et certains ne se gêneront pas pour les faire venir d'ailleurs. Dominique Marion, je me tourne vers vous. On dit que les négociations sont extrêmement dures, que la grande distribution ne cède pas. Ça ne vous surprend pas, je suppose? Je pense que quand on a des intérêts à défendre, on n'a pas envie de céder. Ça fait plus de 40 ans qu'ils en mettent plein les fouilles de leurs actionnaires. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, ils ne vont pas céder. Ils vont céder que si réellement la société prend conscience, prend acte, que si les agriculteurs s'organisent pour fournir d'une autre manière et que si nos élus suivent les citoyens. Sinon, ils ne céderont pas. Alors d'une autre manière, c'est quoi? C'est la vente directe, par exemple? On ne va pas opposer la vente directe et la grande distribution. Aujourd'hui, 85% des produits se vendent en grande distribution. En agriculture biologique, c'est beaucoup moins puisqu'on est à 42%. Donc l'agriculture biologique a réussi à maintenir ses circuits courts et sa vente directe. La question est surtout de l'organisation, de la distribution de l'alimentation et comment on alimente nos villes. Ça, c'est très important. Chloé Guillon, vous n'êtes pas encore installée, vous y pensez peut-être un jour, mais quand on étudie la production animale, est-ce qu'on pense, on se dit déjà comment je vais vendre mes produits plus tard? Ah bah oui, on y pense pour savoir un peu comment se rémunérer au mieux, valoriser au mieux nos produits. Donc on peut penser à d'autres débouchés comme la vente directe, la vente en magasin de producteurs et ce genre de choses, et pas forcément aller directement vers la grande distribution. Franck Buffel, le lycée s'est emparé de cette question très récemment, cette semaine, avec son propre magasin, c'est ça? Oui, voilà. Donc, moi, je suis arrivé en 2015 sur cet établissement. Il était déjà en réflexion de pouvoir alimenter, vous le disiez, monsieur, nous, par jour, on alimente 1200 apprenants et aussi membres de la communauté éducative. On produit des limousins, on produit des porcs, on produit des ovins. On a toutes les démarches qui sont mises en place. À l'heure d'aujourd'hui, avec 2 exploitations en atelier agroalimentaire sur notre site, on se devait de manger des porcs dévasés, des moutons dévasés et de la limousine dévasée. Et comme vous le disiez, on ouvre un magasin. Donc ce magasin sera à destination en priorité des Limougeaux, mais pas que. Donc le public, il peut venir donc, dans votre lycée? Le public peut venir. Ce magasin est ouvert depuis quelques jours maintenant. Et donc vous pourrez découvrir tous les produits qui sont fabriqués au sein de notre lycée, mais pas que. Aussi des producteurs locaux en maraîchage, mais aussi des produits des autres lycées agricoles de Nouvelle-Aquitaine. Alors les prix sont garantis intéressants? Les prix, c'est comme ce que vous trouvez partout ailleurs. La seule chose, c'est que nous, un cochon, il part d'ici sur dévasé, il fait 18 km et demi, il se retrouve en vente en magasin. Vous parliez, monsieur, de maraîchage bio. À l'heure d'aujourd'hui, on a 3,5 hectares de maraîchage bio, 1 hectare de pommes de terre. Tous ces produits-là, vous allez les retrouver dans notre magasin, mais aussi dans nos 2 restaurants scolaires, au Vazé, aussi à Magnac-Laval. Alors, on parle de modèle économique. Ici, en Limousin, il y en a un qui a fait polémique sur le plateau de Millevaches, c'est le centre d'engraissement de Saint-Martial-le-Vieux. Le projet est décrié, mais au départ, il avait la volonté d'inverser le rapport de force, justement, avec la grande distribution, en ayant des prix garantis. Dominique Marion, ce type de ferme-usine, comme l'appellent ses détracteurs, est-ce que c'est une solution pour peser face au lobby de la grande distribution? Visiblement, il n'est pas plein aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une solution? L'avenir nous le dira. Toujours est-il que la concentration pose toujours des problèmes qui peuvent être environnementaux, mais aussi en termes de rentabilité. Parce que quelquefois, en concentrant, en fait, toute la marge va uniquement dans un seul intermédiaire, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc, sur cette affaire, nous, on reste très circonspect. Et à ce jour, on est plutôt très prudent. Jean-François Gazard-Morel, qu'est-ce que vous en pensez de ce type d'exploitation? Alors moi, c'est vrai que je développe depuis longtemps le collectif sur mon département et je le porte aussi à la région, notamment autour des CUMA, mais pas que, tout ce qui est regroupement. Donc forcément, moi, je le vois avec un œil un peu plus complice peut-être, parce que effectivement, ça permet des économies d'échelle. Et mon souhait, c'est que les agriculteurs qui participent à ce collectif puissent aussi tirer un revenu supplémentaire. Et le fait de réduire les charges, notamment le bâtiment déjà, et l'alimentation, ben, ça doit pouvoir leur donner un peu plus de plus-value au niveau de leurs revenus. En un mot, si vous aviez un message à nos téléspectateurs qui sont des consommateurs aussi, c'est de dire
quand on consomme, on est responsable aussi de son environnement finalement. Mais bien sûr, c'est évident. Et aujourd'hui, le consommateur demande beaucoup aux producteurs français. Et beaucoup trop, quelquefois. Parce qu'il est prêt à effectivement demander beaucoup, mais aussi quand il va acheter, il regarde le prix. Et il va chercher le moins cher, sans regarder forcément ce qu'il y a sous ce prix-là. Et quelquefois, ça vient de l'autre bout du monde, avec des conditions de production qui sont complètement différentes des nôtres. De ce côté-là, ben voilà, on est perdant à chaque fois. On ne peut pas. Dominique Marion, je vous vois acquiescer. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une publicité qu'on voit beaucoup en ce moment chez une grande distribution. Le bio au prix du conventionnel. C'est possible, ça? Alors, deux choses. D'abord, nous, on parle de la bio. Hein. Le bio, c'est bien le marché, oui. alors que les producteurs et les citoyens parlent de la bio. La question, c'est qu'on voit toujours que le consommateur. Or, chaque citoyen, chaque contribuable est aussi un consommateur. Il ne faut pas que la personne humaine paye 3 fois. En tant que consommateur, en tant que contribuable, à travers tout ce qu'on fait payer pour l'agriculture et pour l'agroalimentaire. Et après, on va finir par payer 3 fois le prix de l'alimentation. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir à la position de chacun. Alors, on va entamer la deuxième partie de cette émission. Nous sommes toujours au lycée agricole d'Évasé, en public, avec des élèves qui sont juste derrière moi pour un numéro de Dimanche en politique consacré au changement de pratique. Autre dossier de poids, les pesticides, les produits phytosanitaires, évidemment. Avant d'en parler ensemble, on va s'intéresser à un secteur qui a longtemps été consommateur de pesticides, c'est la viticulture. Les choses changent, on va le voir. Selon le magazine Que Choisir, il y aurait 3 fois moins de traces de pesticides dans les vins aujourd'hui par rapport à 2014, grâce à des traitements phytosanitaires raisonnés et ciblés, mais aussi par la conversion de certains domaines en bio. Un reportage de Jean-Pierre Stahl et Sébastien Delalot. Margot fait figure de bon élève, car 12 châteaux de l'appellation sur les 40 analysés par le magazine Que Choisir obtiennent de bons résultats, surtout ceux en bio, à l'instar de Durfort-Vivens, premier de la classe, avec Léopold Valentin comme directeur technique. C'est l'aboutissement d'un travail qui a commencé en 2010, donc suite à notre conversion en bio et en biodynamie. Donc aujourd'hui, nous n'utilisons plus de molécules chimiques, donc uniquement du cuivre et du soufre. Dans ce millésime 2014 analysé, 0 trace, 0 molécule et 0 résidu de pesticides. L'idée est de faire des vins de plus en plus propres et qui soient le plus expressifs et le plus naturels possible. L'interprofession se réjouit de cette diminution par 3 en 4 ans, sans toutefois crier victoire, car c'est une démarche sur le long terme. Cette démarche-là est entamée avec la nouvelle génération qui est prête à prendre le risque et à utiliser des produits plus coûteux et à mettre en œuvre des pratiques plus respectueuses de l'environnement, parce que c'est la demande du consommateur aujourd'hui, puis c'est une demande sociétale. On va vers cette issue, ça c'est aujourd'hui une certitude. Mais l'analyse est plutôt axée sur le Médoc. Elle ne cible pas tout le vignoble de Bordeaux et ses 65 appellations. Quant aux règles, aucune limite n'a été imposée jusqu'ici. Ces traces de pesticides ou de résidus supposés dangereux pour la santé n'ont aucune norme et aucune valeur minimale, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des questions, mais ça en prend. Le chemin est intéressant parce que on voit que les gens font des efforts. Les traitements phytosanitaires dans les vignes, il y en a moins, les gens raisonnent mieux. Il y a vraiment une prise de conscience au niveau des viticulteurs et des propriétés. Ce laboratoire nuance les risques et rappelle que le plus dangereux, c'est encore l'alcool dans le vin et l'abus de consommation. De retour au lycée agricole d'Évasé, Jean-François Gazard-Morel, est-ce qu'il y a une prise de conscience chez les agriculteurs, chez les viticulteurs, sur les dangers de ces produits, pour eux-mêmes d'abord, peut-être? Oui, c'est évident. Hein. Les agriculteurs, de toute façon, aujourd'hui, ils ont la télévision, ils écoutent, ils lisent. Et ils écrivent des livres aussi. Hein. J'en profite pour citer ce livre de Paul François, qui est un agriculteur de Poitou-Charentes, qui a eu un coma suite à l'ingestion, à l'inhalation d'un produit de Monsanto, un herbicide. Et de toute façon, voilà, ils cherchent quand même à réduire l'impact. Ils ont été aussi mieux formés, puisque aujourd'hui, ils ont l'obligation de passer un certificat, notamment, pour pouvoir appliquer des produits. Et ils passent par des formations pour justement apprendre à les utiliser et surtout à les modérer quand ils peuvent. Alors, le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux préconise d'éviter les substances les plus dangereuses, mais pas de les interdire. Dominique Marion, est-ce que ça n'est pas trop peu? C'est toujours trop peu devant la montagne qu'il y a à gravir. C'est ça le problème. On a été très très loin dans l'utilisation des pesticides, des herbicides. Et aujourd'hui, le défi est très grand et très urgent. En fait, la société a bien pris acte que certains voulaient bouger,
Mais globalement, la consommation de pesticides en France augmente, malgré tout l'argent qui a été investi dans les plans éco-phyto. Donc il faut y aller. On a une région qui a choisi de travailler sur ce sujet de manière forte, de manière engagée. Donc aujourd'hui, il faut mettre en place les alternatives très rapidement, surtout en arboriculture et en vigne. On pense aux pommes du Limousin, par exemple. On pense aux pommes de Limousin, au Cognac, qui aujourd'hui réfléchit à la question, mais ne s'engage pas. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le travail de l'image, mais les résultats ne sont pas encore à la hauteur de ce que la société attend. Franck Buffel, en tant qu'enseignant, ici vous préparez les agriculteurs de demain. C'est des questions que vous abordez dans les cours, dans les cursus? Oui, voilà, c'est des questions qui sont abordées en cours automatiquement et qui sont aussi abordées en travaux pratiques et travaux dirigés sur nos centres techniques, sur nos exploitations. Ça fait maintenant plus de 3 ans que nos exploitations ont un projet de centre et travaillent sur l'agriculture des conservations des sols, sur des techniques culturelles simplifiées. On diminue de plus en plus nos produits phyto, comme le disait monsieur. À l'heure d'aujourd'hui, on peut très bien rallonger les rotations, on peut très bien utiliser des hercétries ou des binages pour contrer un petit peu ce système de culture. Mais nous, en tant qu'enseignement, on doit se doter, leur expliquer aux apprenants qu'il existe une multitude de schémas possibles au niveau agriculture. Vous leur donnez un éventail pour leur donner un éventail de choix différentes formations. Tout à fait. Et eux font leur choix tout seuls. Voilà, et eux font leur choix tout seuls. Mais nous, notre objectif aussi, c'est d'aller vers le zéro phyto le plus proche possible. On avait un ministre qui se tournait vers de l'agroécologie. À l'heure d'aujourd'hui, nos exploitations, il n'y a pas que de produire, c'est aussi de transformer autrement avec notre atelier agroalimentaire également. Chloé Guillon, avec vos camarades, c'est des questions qui vous intéressent, je suppose. Vous posez des questions sur votre propre santé, par exemple? Oui, bien sûr, on veut trouver des alternatives peut-être pour limiter, mais après, ça peut être quelquefois compliqué de les enlever et trouver des alternatives pour les limiter au maximum. Est-ce qu'il y a un exemple qui vous viendrait là de traitement naturel sur un problème Par exemple, augmenter et favoriser les rotations longues. Et après, le problème, c'est peut-être de trouver l'intérêt pour les agriculteurs de mettre en place des rotations longues. Alors, le désengagement de l'État sur les aides au bio, on en a beaucoup parlé l'année dernière. Dominique Marion, on en est où aujourd'hui? L'État a supprimé ces aides. En Nouvelle-Aquitaine, la région prend le relais, c'est ça? L'État s'est désengagé, malgré ce que dit le ministre. L'État s'est désengagé de sa part de responsabilité sur l'aide au maintien notamment, sur l'aide à la conversion, c'est-à-dire ce qui permet d'aider les agriculteurs à changer de pratique. On a un engagement moral, mais pas de chiffres aujourd'hui. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir ce que vont faire les agriculteurs face à cette information. Aujourd'hui, on a un choix en Nouvelle-Aquitaine qui a été fait de manière partenariale avec la Chambre d'agriculture, Interbio, avec la FRAB Nouvelle-Aquitaine, la région et l'État. On a signé le 5 juillet dernier devant le commissaire européen, on a signé un pacte d'engagement pluriannuel pour le développement de l'agriculture biologique avec des objectifs chiffrés. On est la seule région en France, on s'en félicite. Et c'est inquiétant quand même pour les autres, c'est inquiétant pour les autres, oui. J'ai envie de dire, heureusement que nous avons ce conseil régional avec qui nous avons pu travailler et que nous travaillions de manière partenariale avec l'ensemble des acteurs de la région. Mais c'est très inquiétant parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un engouement réel pour l'agriculture biologique, mais les moyens ne sont pas là. Jean-François Gazin-Morel, vous partagez cette analyse ? Oui, je crois qu'il faut développer l'agriculture biologique de toute façon. Et on pourra le développer en incitant. Si on n'incite pas, parce qu'on prend des risques. Donc voilà, il faut l'encadrer absolument. Alors vous êtes toujours sur France 3 Limousin, France 3 Aquitaine et France 3 Poitou-Charentes pour notre émission spéciale depuis le lycée agricole d'Évasé, près de Limoges, émission consacrée à l'évolution des pratiques agricoles. On va maintenant parler d'environnement, de dérèglement climatique. Il a un impact direct évidemment sur la vie agricole. Certains professionnels décident de dire stop à l'agriculture productiviste gourmande en eau. C'est le cas de Benoît Biteau, ingénieur agronome en Charente-Maritime. Dans sa ferme bio, il a opté pour le non-labour de ses sols, mis en place des arbres au milieu de ses parcelles de céréales associées à des légumineuses. Un reportage tourné l'été dernier par Anne-Marie Baillarger et Pascal Épée. Fils de maïsiculteur, lui-même salarié dans une coopérative traditionnelle, aujourd'hui cet ingénieur agronome se définit comme un paysan et dit stop à l'agriculture productiviste gourmande en eau. Benoît Biteau a réorienté sa ferme et mis en place des arbres au milieu de ses parcelles de céréales. Pour ce paysan agronome, l'agroforesterie est un atout majeur. Les arbres permettent de faire circuler l'eau quand elle est en excès vers la nappe phréatique, le long du système racinaire.
Et les mêmes arbres, quand l'eau est plus rare, comme en été, comme en ce moment, les mêmes arbres dont le système racinaire est connecté à la nappe font remonter l'eau et rend disponible l'eau aux cultures qui sont intercalées entre les arbres. Il a aussi opté pour le non-labour de ses sols. Benoît Biteau réinstalle après récolte un couvert végétal pour enrichir sa terre en carbone et azote. Il pousse sa logique jusqu'à sélectionner lui-même ses semences en choisissant les plus résistantes à la sécheresse. Autre solution, l'association de céréales et de légumineuses. On associe des céréales comme le seigle, le blé, l'orge, l'épeautre, enfin ces céréales-là qui ne savent pas fixer l'azote atmosphérique, avec des plantes qui fixent l'azote atmosphérique et qui profitent de la fixation de cet azote atmosphérique pour pousser. Et donc ça nous permet d'avoir des niveaux de production élevés, de récolter 2 récoltes dans le même champ. Dans sa ferme bio entourée de maïs, Benoît Biteau fait appel au bon sens paysan, car pour lui, l'eau est un enjeu crucial. Je fais le choix de réfléchir à des alternatives agronomiques qui permettent de rester dans un modèle agricole suffisamment productif, qui répond aux attentes de souveraineté alimentaire, puisque l'objectif c'est quand même de produire de l'alimentation humaine, et tout en respectant les autres acteurs qui sont autour de moi, qu'ils soient ostréiculteurs, qu'ils soient touristes, voilà. Dans une lettre adressée au ministre de la Transition écologique, Benoît Biteau a présenté ses différentes alternatives et le souhait d'un modèle agricole moins coûteux en subvention. Alors, réduire la consommation d'eau, penser les cultures en fonction de ce qu'elles vont consommer. Jean-François Gazard-Morel, ça vous parle, ce type de démarche? Bon, l'eau, c'est un bien commun. Il faut qu'on le protège. On sait que par moment, on n'en a pas assez. Certaines périodes de l'année, il faut plutôt le stocker pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, avoir une production agricole sans eau, il ne faut pas rêver. Dans le Sahara, il n'y a rien qui pousse. Il faut absolument de l'eau. Alors, on a la chance d'avoir un climat tempéré. Si on est assez malin pour pouvoir stocker quand on a de l'excès et l'utiliser quand on en a besoin, moi, je crois qu'on va vers de la performance aussi. Alors, on parle d'environnement. Franck Buffel, le lycée des Vasets, c'est une ferme géante, hein, on le voit très bien autour de nous. Est-ce que les énergies renouvelables, elles sont présentes dans l'établissement, comme c'est le cas dans de plus en plus de fermes aujourd'hui? Oui, donc à l'heure d'aujourd'hui, nous, le conseil régional a pas mal investi sur des panneaux solaires. À l'heure d'aujourd'hui, on a 1800 m² de panneaux solaires sur nos bâtiments administratifs et d'exploitation agricole. Donc à l'heure d'aujourd'hui, oui, on y pense. Sur le site de Magnac-Laval, on va être aussi sur des projets des énergies nouvelles renouvelables. Mais nos bâtiments nouveaux qui sont à l'heure d'aujourd'hui sous nos pieds sont aussi, étudie aussi toute la possibilité qu'on peut mettre, par exemple, sur le bardage. On utilise du bois alors qu'il a été produit ici, il a été transformé ici. Il y a une évolution des mentalités. Il y a une évolution des mentalités. Voilà. D'accord. On parlait d'économiser l'eau. Il y a une activité qui consomme beaucoup d'eau, c'est l'élevage. Les habitudes de consommation évoluent. Depuis la fin des années 90, la consommation de toutes les viandes baisse, sauf la volaille. Chloé, quand vous voyez des associations véganes, comme il y a eu quelques actions à Limoges qui proposent des dégustations sans viande, sans lait, sans œufs, vous comprenez la démarche, vous qui êtes en production animale? Alors pour moi, ces personnes ont leur avis et après ils essayent peut-être trop de le promouvoir et je pense pas que ça soit la meilleure des solutions et c'est à nous, dans le monde agricole, de un peu contrer ces actions et faire de la communication positive, aller vers les gens, faire de la communication et montrer que la viande n'est pas si mauvaise dans l'alimentation. C'est-à-dire qu'on peut manger moins de viande mais qu'elle soit de meilleure qualité? Oui, pourquoi pas. On sait que ces associations elles sont beaucoup fait connaître par des vidéos chocs, notamment sur les conditions d'abattage. Dominique Marion, ces images, elles choquent aussi les éleveurs, je suppose. Alors elles peuvent choquer les éleveurs, mais qui sont des gens intelligents et patients, qui savent très bien qu'aujourd'hui, s'ils font correctement leur métier, c'est-à-dire s'ils respectent l'animal, son rythme, sa saisonnalité, sa qualité de vie, la manière de l'abattage, elles n'auront pas l'effet que l'on peut penser. Ces associations, elles existent parce qu'on a été trop loin. On a été trop loin dans l'hyper-spécialisation des élevages, la concentration des modes d'abattage non acceptables, humainement non acceptables. Et donc, c'est normal que la société, que certains citoyens réagissent. C'est bien aux éleveurs, à la profession, appuyée par l'ensemble des partenaires, de réagir et de dire que la viande que l'on veut élever, que l'on élève, et c'est un mot merveilleux, élever une bête, eh bien, cette viande-là, elle a une qualité
Et cette qualité, elle doit être mise en valeur. Par contre, il faudrait interdire un certain nombre de pratiques, ça c'est sûr. On rappelle que le hors-sol est interdit en agriculture biologique et que les vaches mangent de l'herbe et que les chèvres mangent de l'herbe parce que ce sont des herbivores. Donc les excès de certains ont amené les excès d'autres. On voit effectivement que ce dossier de l'évolution des pratiques agricoles, il est d'actualité et on en reparlera évidemment dans un mois au Salon de l'Agriculture. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je signale, autre idée de lecture, en plus du livre de Paul François sur son expérience et son procès gagné contre Monsanto, ce livre de Christophe Gatineau qui tient un blog extrêmement fréquenté et qui se trouve en Haute-Vienne sur les nouvelles pratiques agricoles. Merci donc à toute l'équipe du lycée de nous avoir accueillis dans cette nouvelle stabulation. Merci à toutes les équipes techniques qui ont permis de réaliser cette émission en direct de Verneuil-sur-Vienne. Elle se termine, vous pouvez la revoir sur nos différents sites internet et nos pages Facebook. Tout de suite, c'est le Flash Info, puis Dimanche en politique continue avec Francis Letellier. Pas d'émission durant le reste du mois de février en raison de la diffusion des JO d'hiver sur France 3, reprise début mars. Et nous serons d'ailleurs au Salon de l'Agriculture avec une émission spéciale en compagnie de Louis Roussel le 3 mars à 15h15. Très bon dimanche à tous sur France 3.